Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 19e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Etienne se déplaçait en Bourgogne, plus exactement au stade Abbé Deschamps à Auxerre. Ils ont commencé cette 19e journée. Et le résultat final, un but partout, un match nul. On va voir si c'est un bon point ou pas dans cette émission. Eux, ils ont la même passion et ils portent, eux, le même maillot vert. C'est Eric. Salut à toi, Eric. Salut à toutes et à tous. Et bien sûr, Olivier. Eric a plus souvent un maillot vert que moi. Il est même quasi tout le temps en vert, on peut le dire. Moi, au moins, je joue en vert. Voilà, exactement. On va revenir donc dans cette émission longuement sur ce match nul à l'Abbé Deschamps. On passera des morceaux musicaux Rock and Foot oblige, une page alti-ligérienne, une page agenda. On verra aussi les verres à moitié vides et les verres à moitié pleins. Et on clôturera bien sûr l'émission avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, c'est parti pour 55 minutes d'émission en Rock and Foot. Et on commence tout de suite avec le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Et on commence par la composition de l'équipe d'Eric Horneland qui a dû composer avec les absences de Mouton et de Bouchoirie, tous les deux suspendus pour ce match, ce qui donne l'Arseneur dans les buts, une charnière Nadé, et non pas Dané, Batubinsika, latéral gauche Petro, latéral droit Apia, au milieu en pointe basse c'était le retour d'Ekwa après sa suspension le week-end dernier, accompagné de Lamine Fomba et de Mathis Amougou, de nouveau à ce poste-là. Et justement, aux avant-postes, c'était Stassin avec à sa droite Boaké, à sa gauche Davitashvili. On assiste à un début de rencontre assez ouvert entre deux formations au niveau assez proche, mais avec une organisation totalement différente. Les Auxerrois en 5-4-1 laissent le ballon aux Stéphanois, mais se montrent très dangereux en contre. Ce sont d'ailleurs les Auxerrois qui se montrent les plus dangereux à la 22e minute par Sinayoko qui trouve le poteau de l'Arseneur. 5 minutes plus tard, les Auxerrois vont profiter des largesses de la défense stéphanoise pour ouvrir la marque par Traoré. Heureusement, ce sont les Verts qui vont revenir juste avant la mi-temps au meilleur moment à la suite d'un coup franc de Davitashvili mal renvoyé. Le cafouillage profite à Stassin qui marque de la tête. Le score n'évoluera pas en seconde période grâce à un homme, Gauthier Larsonneur, qui va repousser les frappes de nombreuses occasions auxerroises, celle de Joly par exemple, une belle reprise sur une belle action, ou encore Onaïou sur une frappe écrasée. Côté stéphanois, on peut même avoir des regrets à la fin du match quand Boaké voit son tir repoussé sur la ligne par un Auxerrois, in extremis. Score final 1 partout, les Verts grappillent donc un point, tu l'as dit Marc, qui leur permet de sortir de la zone de relégation. Merci Olivier pour ce résumé concis. Les questions ? Donc, deuxième match nul consécutif sur le score de 1 partout et deuxième point pris à l'extérieur depuis le début de saison. Alors, ce point est-il à vos yeux mérité ou bien heureux par rapport à la physionomie de la partie ? Heureux pour moi. Alors, si on se réfère au X-Goal, on est devant les Auxerrois, 1,2. On aurait mérité d'inscrire 1,2 but et les Auxerrois 0,8 de leur côté. Ouais. Donc, bon, si on croit ça, je sais qu'il faut le prendre avec des pincettes. Ne vous inquiétez pas, je le prends pas comme une science exacte, le foot. Tu m'étonnes. Mais bon, ça prouve quand même quelque chose. C'est un indice. Mais même au-delà de ça. Faut pas oublier qu'on était à l'extérieur et qu'on a eu la balle 65% du temps, donc je trouve que voilà, on a pas dominé. On peut peut-être pas dire ça, mais en tout cas, s'il y avait un score au point, si un arbitre comme à la boxe devait donner une victoire au point, je pense que pour ma part, il l'aurait donné aux Stéphanois. Bon, alors là, faut que il y aurait plusieurs juges. Il y a des juges qui jugent différemment. Là, Olivier, il faut que tu m'expliques tes X-Goals. Parce que le principe du jeu du football, c'est de marquer des buts. Pour marquer des buts, il faut tirer au but. Et pour tirer au but, pendant 90 minutes, les Verts, ils ont très peu tiré au but. Ils ont une possession stérile, se créant très 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 peu d'occasions. Et c'est sur un coup franc heureux
parce que pour moi, il n'y a pas faute. Bien tiré par Davitashvili qu'on égalise, mais moi, je pense que tu peux donner 180 minutes. Je pense qu'on n'aurait toujours pas marqué, parce qu'on n'arrive pas à s'approcher des buts. Alors oui, c'est vrai que cette équipe auxerroise est compris avec une défense basse, mais non, même si tu compares ça à la boxe, je suis désolé, au point, on ne peut pas l'emporter. Eux, ils ont tiré plus du double de nous au but, alors que non, c'est pas le cas. Les tirs cadrés, je crois qu'il y en a que 3 pour les Stéphanois au cours de 90 minutes. Donc c'est quand même assez complexe. Moi, je reste vraiment sur ma faim après cette rencontre, parce que déjà, je me suis ennuyé. Avoir la possession de balle, c'est bien joli, mais ça sert absolument à rien du tout. Voilà. Il y a eu très peu d'occasions et les principales ont été auxerroises. Je te rejoins, Marco. Donc il y a 2 tirs hors cadre pour que c'est Stéphanois et quoi en première mi-temps et puis Stassin en fin de partie. Donc le but sur un coup de billard et puis l'action que tu as mentionnée, la très belle occasion de Boaquier. Mais je crois qu'il y a, en revoyant les images, qu'il y avait hors-jeu. Sur le bon service de Stassin, quand Boaquier élimine le gardien, que le ballon est sauvé sur sa ligne. Et après, en dehors de ça, très peu d'action côté auxerrois non plus, mais un premier tir au-dessus. Donc le tir sur le poteau en première mi-temps, le tir croisé, le but, et puis en deuxième mi-temps, l'occasion de Joly, donc repoussé par l'Arseneur, qui ensuite a capté 3 tirs écrasés, on va dire. Donc pas beaucoup d'occasions dans cette partie, mais au point, pour reprendre ton expression, Olivier, c'est plus côté auxerrois que la balance pencherait. J'ai 2 chiffres qui montrent l'inverse. La possession, c'en est une, mais le nombre de corners, 4 corners pour Saint-Etienne, 3 pour Auxerre, c'est pas énorme, mais le nombre de la possession, disons que c'est important. Et alors, on parlait des tirs cadrés, c'est pas non plus énorme la différence, puisque il y en a 5 sur 3 à 5 des tirs cadrés. En tout cas, c'était donc le 4e match dirigé par Eric Orneland, après une victoire enthousiasmante face à Reims, une défaite avec les honneurs, on va dire, au Parc des Princes. On a arraché à domicile la semaine dernière un point en forceps face aux Nantais grâce à un but venu d'ailleurs signé Boaquier. Et là, on a de nouveau pris un point dans un stade qui ne nous réussit guère, faut pas l'oublier. On l'a mentionné la semaine dernière, c'est rare qu'on prenne des points à la Baie des Champs. Et puis, autre fait à noter, c'est que pour la 4e fois, on a été mené au score. Et on a marqué également, on a eu les ressources mentales pour revenir. En tout cas, le match auquel j'ai assisté, vous avez vu également devant votre télé, ça a été un match sans énergie, on va dire, sans intensité, possession de balle, comme tu l'as dit Marco tout à l'heure, stérile. L'équipe a affiché trop de lacunes techniques une nouvelle fois, et puis une incapacité à se procurer des occasions. Alors est-ce que c'est en adéquation avec la philosophie de notre coach ? Est-ce que par rapport aux dernières prestations, pour vous considérez qu'il y a quelque part ça marque un coup d'arrêt ? Alors, il faut mentionner que le milieu habituel d'Orneland était absent, puisque à cause de suspension, Bouchoirie et Mouton n'étant pas là, il fallait remodeler ce milieu de terrain, et ça n'a pas été chose facile. Et j'ai effectivement... Amougou et Fomba sont passés un petit peu à travers de leur match, je trouve, dans la création du jeu, contrairement effectivement à un Bouchoirie ou un Mouton. Donc là-dessus, il n'a pas aidé. Moi, je suis un petit peu déçu c'est ça, tu disais, son 4e match. J'attendais vraiment ce match comme un tournant dans la saison, parce que on les avait battus à l'aller, c'est Burgonde, 3-0. Je les avais trouvés fébriles à Geoffroy Guichard. Sur ce match-là, je ne les ai pas trouvés bons. Ils ont fonctionné en contre-attaque, mais je ne les ai pas trouvés bons. Ils étaient largement à notre hauteur. Et résultat, on ne prend pas de points. On prend un seul point, on partage les points. Il ne fallait surtout pas perdre, on est bien d'accord. Mais je m'attendais à mieux de la part du 11 d'Orneland, même si il était amputé de ses créateurs. Et on rajoute aussi que Auxerre, c'est la 4e équipe à domicile. Alors ils sont sur une mauvaise période, mais à la Baie des Champs, ils sont quand même difficiles à prendre. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont cassées les dents, et c'est surtout par rapport à ça que je trouve que on peut pas dire que c'est un coup d'arrêt. Surtout que Orneland, il s'est pas renié. C'est-à-dire qu'il a fait jouer son équipe avec beaucoup de courage, avec beaucoup de personnalité, j'ai trouvé. Même si c'est un jeu qui plaît ou qui plaît pas, c'est vrai qu'il y a peu de centres, ça peut être
considéré comme une possession, mais c'est un jeu de possession. Donc cet entraîneur, c'est un entraîneur qui prône la possession et le contre-pressing. Donc la possession, là, on avait une équipe en face qui était regroupée presque comme Nantes, et qui usait beaucoup de changements d'aile. Je pense que tu l'as vu du stade, parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup. Ils n'ont pas arrêté, donc ils avaient vu que ça marchait bien contre Nantes, que les Nantais nous avaient posé des problèmes quand ils avaient comme ça changé d'aile. C'est vrai que voilà, le contre-pressing, il permet de desserrer l'étreinte. Mais ce que j'adore, moi, et je préfère encore une fois être stéphanois qu'auxerrois, parce que ce que j'adore, c'est cette personnalité de cette équipe qui, même avec des joueurs comme Lamine Fomba et Mathis Amougou, qui est très jeune, eh bien, il s'est pas renié. Il leur a demandé de jouer exactement comme Bouchoirie et Mouton, comme voilà. Et ça, c'est extrêmement courageux, et ça, je trouve que pour le futur proche, c'est extrêmement encourageant. Juste un petit rectificatif, Marco, match aller, c'était 3-1, pas 3-0. Oui, donc, toi, je parlais de, c'est par rapport à la dynamique, en fait. Donc, contre Nantes, on sauve les meubles, comme on l'a dit la semaine dernière, avec ce but en fin de partie de Boaké, dans un match hyper important pour entre mal classés pour le maintien. Et puis là, une nouvelle fois à Auxerre, moi, j'étais déçu, parce que c'était vraiment tristouné de part et d'autre. Alors, au match aller, d'ailleurs, je parle du match aller, on avait pris 3 non, c'était l'an passé, on avait pris 5-2, dont 3 buts encaissés suite à des remises en jeu, des touches incroyables. Oui. Et là, c'est sur une touche auxerroise qu'on prend le but. Donc là, c'est un changement d'aile, mais côté auxerrois, on a vite été déstabilisé par la transversale côté gauche, où le Traoré se présente face à Apia, et puis enroule sa frappe dans le petit filet de l'Arseneur. Donc c'est par rapport à ces deux matchs-là, moi je trouve que c'est vraiment un coup d'arrêt par rapport aux premières prestations très encourageantes contre Reims et au Parc. Là, moi, je suis déçu de ce qui s'est passé contre Nantes. Alors, même s'il y a une philosophie de jeu, je suis d'accord avec toi, évidemment, mais contre le match contre Nantes, puis le match à Auxerre, franchement, moi, je reste sur ma fin. Après, on est bien d'accord, il fait avec les joueurs qu'il a. C'est vrai. Et techniquement, une fois de plus, vendredi soir, ça a posé souci sur les couloirs, sur les contrôles de balles pour les attaquants. Les attaquants ont perdu énormément de ballons une fois qu'ils avaient le ballon. Alors c'est sûr que face à ce bloc défensif, c'est pas simple de se retourner, de trouver la solution. Et une fois de plus, on en avait évoqué la semaine dernière, à un moment donné, sur le flanc droit, il y a un joli 1-2, et c'est Apia qui est prêt à centrer, et ce que tu disais, Olivier, la semaine dernière, et il n'a pas centré. Ça m'a déçu et surpris une nouvelle fois, parce qu'ils effacent trois Auxerrois sur cette action. Il n'avait plus qu'à centrer, et au moment de centrer, non, il estime qu'il faut revenir en arrière, et quand on revient en arrière, on a perdu le ballon, tout simplement. C'est évident. Moi, ça me surprend, et ça me chagrine de voir cette ébauche d'énergie qui est en vain, qui n'arrive pas au bout de ses actions. Très déçu de. Alors, est-ce que c'est la philosophie d'Orneland selon Olivier, c'est oui, mais si c'est ça, c'est vraiment triste, quoi. Et par rapport à la débauche d'énergie, en fait, ça pour lui, j'essaye de comprendre moi aussi. Je pense qu'il considère que ça va demander encore plus de débauche d'énergie de perdre 60 mètres dans sa partie, à la suite d'un centre qui est repoussé par les Auxerrois. Oui, mais là, tu la perds, donc tu perds aussi 60 mètres. Oui, mais t'es placé. T'es pas là. En fait, lui, il veut perdre la balle dans des positions qu'il maîtrise. Il veut pas perdre la balle dans des situations qu'il maîtrise pas, c'est-à-dire sur un centre, que le match devienne un peu fou côté Auxerrois, et qu'on soit obligé de faire 60 mètres pour revenir dans son. Mais c'est bien ce qu'il a fait, pourtant. Puisqu'ils ont perdu la balle. Oui, mais ils l'ont perdu à un endroit où c'est pas sur là où ils prennent le but. Non, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, ils sont placés. Ils ont pu défendre. Ils ont pu se replier. Non, quand tu centres avec au petit bonheur la chance, un dégagement, tu sais pas où ça peut tomber. Alors que là, ils maîtrisent. Ils savent que voilà, ils sont dans cette zone. La balle, elle est à terre. Tout le monde est placé. Alors, elle est à terre, là, je te l'accorde. Puisque en fin de compte, ils étaient obligés de revenir en arrière avec des petites passes comme ça, et là ils se sont fait avoir. Moi, je trouve ça triste. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun centre. Une nouvelle fois, Stassin n'a pas été servi. Non.
Et quand il était servi, il n'a pas fait le bon choix et il n'a pas fait la différence. Moi, j'étais déçu des attaquants. Boaquier, il a eu très très peu de ballons. Et pourtant, c'est lui le plus dangereux. C'est lors de ses derniers matchs. C'est lui qui provoque C'est le coup franc. c'est lui qui provoque le coup franc. C'est lui qui a pris le renvoi de Léon Voilà. à l'origine du Bustassin. C'est lui qui a fait marquer le but de la gagne sur le hors-jeu là, quand il élimine le gardien. L'air de rien. Et puis après, donc. Mais trop peu vu sur une rencontre comme celle-ci. Et c'est surtout c'est Davitashvili qu'on n'a pas du tout vu. Non, et quand on l'a vu, il perdait, il gardait la balle très personnelle. Il donnait pas ni à gauche ni à droite. C'est dommage. Non, moi, j'étais très déçu de la prestation des Verts vendredi soir. Un mot sur le milieu de terrain. Donc c'est le secteur de jeu qui a été recomposé donc aux 2 tiers, hein, puisque Ekwa faisait son retour. Amougou, qui n'avait pas été titularisé depuis 3 mois, l'a été à la Baie des Champs. De même que Fomba, donc, qui a fait une belle prestation la semaine dernière. Fomba, l'ancien Auxerrois, hein, puisqu'il est passé par la JA. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de ce secteur? Alors, évidemment, que ça ne remplace pas Bouchoirie, Mouton, la complémentarité qu'il pouvait y avoir, mais Amougou, peut-être une faculté à casser des lignes. Est-ce que vous l'avez trouvé intéressant dans ce rôle-là? Et puis Fomba, est-ce que vous estimez qu'il a fait une prestation comme la semaine dernière? Est-ce qu'il a rendu la même copie? Ah non, pas du tout. Même au contraire, hein, ils ont été effacés ces jours-là. Et face à un bloc bas, on demande de la créativité, une certaine vision du jeu par rapport au déplacement des attaquants. Et moi, j'ai trouvé sans idée tout au long de la rencontre. Fomba était fantomatique. Amougou, toujours pareil, un chien fou qui peut récupérer des bons ballons, mais qui ne l'utilise mal une fois l'avoir récupéré. Qui fait que des passes latérales, des passes en profondeur, ça fonctionne pas. Donc on a vu ces 2 joueurs, je trouve, en dessous. Et quoi, qui avait plus un rôle de régista, donc juste devant la défense, qui n'apportait pas grand-chose offensivement. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, je suis comme l'entraîneur, vivement le retour de Bouchoirie pour animer ce milieu de terrain. Et c'est là que tu vois que ces 2 postes là, Mezzala donc, puisque je reste sur cette image du foot italien des années 80, donc avec ces 3 postes de milieu de terrain avec un organisateur en point de basse, Regista, et 2 Mezzala donc, qui sont censés animer les côtés. Et, en fait, ils sont super importants, ces 2 postes-là. Et c'est là qu'on voit que c'est des postes bien spécifiques, parce que Fomba a été plutôt correct la semaine dernière au poste de Regista. Je pense que c'est un poste qui lui correspond mieux. Par contre, avec ce jeu de possession là, jouer dans les petits espaces être tout le temps en train d'appeler le ballon, se replacer, offrir des solutions, c'est vraiment pas simple. Et Amougou a un peu cafouillé. Je pense que autant Mouton et Bouchoirie, ils ont assimilé le système Horneland, hein, qui est quand même pas, c'est pas fréquent de voir un système comme ça. Et Fomba et Amougou, ils sont encore, voilà, ils n'ont pas eu pas la moyenne là, selon Horneland, je pense, quand il va ramasser les copies. Fomba qui était remplacé à l'ordre de jeu par Tardieu, comme la semaine dernière. Qui n'a absolument rien apporté. Les 6 premiers ballons, il les a perdus. Les 6. Hein. Pour moi, c'est une catastrophe. Ah, moi, je trouve sévère, Tardieu. Après, déjà, la semaine dernière, tu n'as pas aimé son entrée en jeu. Alors, j'ai pas aimé son entrée en jeu la semaine dernière. Soit, mais là, les 6 premiers ballons, c'est 6 pertes de balles. Hein. Donc là, tu peux tout dire, mais 6 fois, il perd la balle. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va passer à un morceau musical dans cette émission Rock and Foot. Des groupes iconés, il n'y en a pas 36, croyez-moi. C'est compliqué, mais j'ai trouvé un groupe d'Auxerre qui date il y a une dizaine d'années. Il s'intitule The Mobs et le titre c'est Changement, très 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 peu connu. Je tiens à le préciser, Changement de The Mobs.
avec des projets en maintenance. Quelque chose me dit que les décisions c'est maintenant. Je veux pas rester dans des idées conduisant. Trop de faux loisirs qui m'éloignent de mes 5 ans. À ce rythme-là, je suis à 2 doigts de la syncope. Et le temps de dire, j'ai déjà fumé 5 clopes. Ma meilleure excuse, c'est que j'ai que des sales gosses. J'ai plus aucun doute, je suis vraiment un sale gosse. Ça va faire du bien, un peu de changement. Quelque chose me dit que les décisions c'est maintenant. Je suis libre de choisir, j'ai plus d'engagement. Libre de partir si ça le tente. Ça va faire du bien, un peu de changement. Oui, si vous avez des questions particulières, si on peut passer directement au cas individuel, au verre à moitié plein, à moitié vide, peut-être commencer par le positif. Quel joueur est-ce que vous ressortiriez du lot? Bah, il l'a dit Olivier tout à l'heure, hein, l'Arseneur, hein, parce que il est plutôt satisfait, Olivier, du match nul, mais sans l'Arseneur, on revient avec une défaite. Hein, il a été quand même décisif, même si sur le but, moi, je pensais qu'il allait arrêter la frappe de l'attaquant auxerrois, mais non. Mais après, il s'est bien rattrapé sur les autres occasions bourguignonnes. Il fait un gros arrêt. Hein, parce qu'il reste 3 frappes, j'ai dit tout à l'heure, plutôt écrasé. Il est sur la trajectoire, il est là, mais bon, après, surtout sur la reprise de Joly. D'autres joueurs dont vous avez Nadé a été bon. Ouais, Nadé a été bon par rapport à la semaine dernière. Ouais. C'était le défenseur le plus solide. Nadé, on retrouve un Nadé, mais voilà, mais sinon non, les autres fantomatiques. Olivier, pas mieux. Bah, moi j'ai bien aimé Stassin qui est de plus en plus on va dire accessible pour ses coéquipiers et trouve qu'il oriente vachement bien le jeu à droite, à gauche. Bon voilà, c'est quand même depuis qu'Orneland est là, hein, soit il fait des passes D, soit il marque et c'est plutôt bien. Hein, il a 3 buts là. Ouais, mais moi j'ai pas du tout aimé son match. Hein, je te le dis, je m'attendais à beaucoup plus et je me disais, tu vois, notre Sissoko qui est suspendu, justement pour conserver le ballon, pour pouvoir orienter, je trouve qu'il manquait sur cette rencontre-là. Voilà, pour pouvoir hisser un petit peu l'équipe dans la partie auxerroise. Et moi, Stassin, il m'a vraiment pas convaincu et son but sauve en fin de compte cette rencontre pour moi. Sissoko qui sera disponible pour la réception du Stade Rennais, mais bon, on a un nouvel attaquant d'ici là, on en parlera tout à l'heure. Au niveau des déceptions, pour moi, David Tachvili qui avait mis un triplé à l'aller, faut pas l'oublier, qui là n'a été d'aucun danger. Et puis Apia, de nouveau, couloir droit, il y avait pas mal de boulevards, et puis il a laissé pas mal de latitude à Traoré sur l'ouverture du score. Ouais, Apia qui a plus de facilité offensivement sur son couloir, je trouve. Mais ils sentent pas. Et défensivement, ouais, c'est toujours un souci, hein, on est bien d'accord avec nos 2 latéraux. Même si Petro a été un petit peu au-dessus, je trouve. Mais bon. Mais moi, dans les plus faibles, c'est le milieu de terrain. Hein. Fomba et Mougou, les 3, je les ai vraiment trouvés en dessous du rendez-vous. Ouais, puisqu'on va parler du mercato, moi je vais insister sur les latéraux. Hein. C'est vrai que c'est là où le bas blesse souvent quand même, hein, quand on prend des buts. Et même au niveau offensif, c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est la transition, puisqu'il y a un latéral qui va arriver. C'est une belle passe décisive, passe en profondeur. Donc, un mot sur le mercato qui va fermer ses portes lundi prochain. Donc, le club aimerait déjà se séparer d'éléments qui ont très peu ou pas du tout de temps de jeu. Hein. Je pense à Briançon, je pense à Monconduit. Il voudrait également envoyer s'aguerrir en division inférieure certains joueurs. On parle d'un prêt de Aiki du côté de Bastia. Et donc, au rayon des arrivées, comme on le pressentait, donc, la grande nouvelle est le retour d'Irvine Cardona, donc prêté par Augsbourg avec une option d'achat. Donc c'est une très bonne chose évidemment. On parle donc 2 autres pistes au milieu de terrain et puis en défense. Donc en défense, on l'a évoqué également la semaine dernière, cette piste du latéral droit serbe de 20 ans d'Étoile Rouge de Belgrade qui s'appelle Mimovic. Et au milieu de terrain, on parle de l'Israélien de 25 ans du Maccabi Haïfa, Jaber. Donc en attente, en tout cas un mot sur Cardona puisque son retour est acté. Donc l'an passé, il a été
l'homme de la remontée des Verts en Ligue 1. Après, en Ligue 1, il a des expériences plutôt mitigées jusqu'à présent, que ce soit à Brest, que ce soit du côté d'Augsbourg, donc à l'échelon supérieur, et puis à l'Espanyol Barcelone, où il n'a pas forcément convaincu. Il a mis un seul but magnifique, mais un seul malheureusement pour les Pericos. Donc là, qu'est-ce que vous pensez de ce retour? Alors, il est polyvalent, donc ça c'est intéressant pour notre nouveau coach. Il va apporter des solutions supplémentaires et puis une rotation également devant. Et est-ce que vous pensez qu'il peut franchir ce cap et donc apporter une plus-value à l'ASS? Ouais, mais quel temps perdu. Moi, j'ai pas compris pourquoi il l'avait fait partir cet été. Et je pense qu'il est à l'origine du départ de Dalloglio, même si les dirigeants avaient déjà des idées en tête, parce que j'imagine qu'avec Cardona, on n'aurait pas eu les résultats obtenus cet automne, notamment. Voilà, je pense au match à Angers, par exemple. Je pense au match en réception aussi dans les premiers matchs face au Havre. S'il y avait eu Cardona. Et je pense que oui, il va apporter quelque chose. Et comme tu l'as mentionné, il est polyvalent, donc ça aide quand même pas mal. Et techniquement, il est quand même au-dessus de certains joueurs, donc il peut faire la différence dans les derniers mètres. Il peut faire la différence un peu avant même, pour pouvoir servir, pourquoi pas les ailiers. Donc oui, c'est une très bonne chose que Cardona revienne, et même si c'est au niveau Ligue 1, je pense qu'il pourra s'acclimater. Après, il a passé pas mal de buts importants de la tête, Ouais, souvent sur des services de Cafaro. Ouais. Donc Cafaro, pareil, qui est lancé sur le départ. La connexion était pas mal entre les deux joueurs. Après, il a eu une palette quand même assez large. Il a marqué d'autres buts très importants aussi. Mais Olivier, ton avis sur la question? C'est le chouchou, hein, donc même si c'est vrai, Marco, t'as raison, on n'a pas compris, hein, mais nous on est au stade de supporters et il y a tellement d'intermédiaires et tellement de données qui gravitent autour de ces joueurs que on comprend très bien, mais c'est vrai que c'est compliqué, même pour les joueurs eux-mêmes qui sont parfois les principales victimes de tout ce foot business. Et donc là, le chouchou, puis en plus. Il a du talent, quoi. Là, c'est un des joueurs que j'ai vu de mes yeux vus avec le plus de talent. Et oui, j'ai pas vu j'ai pas vu Platini, moi, mais il a à Saint-Étienne. Et donc il a vraiment du talent. Et puis plus il y a du monde, parfois il y en a, ça les anesthésie un peu. Lui, on a l'impression que quand les copes sont là, au plus proche, ça lui donne encore plus des ailes, quoi. C'est ça qui est fou. J'aime beaucoup Cardona, mais tu ne vas quand même pas comparer Cardona à Michel Platini. Ouais. Non, je parlais de joueurs dont le talent étincelait. T'avais Faïnduno plus proche. Lubomir Moravchik, Alex, Pascal Feïnduno. Là, on parle il y a 20 ans déjà. Hein. Eh oui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh oui, fait les vieux. Donc on a quand même c'était les vaches maigres, hein, pendant 20 ans, du coup. Et nous, c'est les vieux de la vieille. Terminé sur cette rencontre ou pas, pas de Alors questions. Mimovic, très intéressant, hein, 20 ans, 1m80, et puis c'est la rampe de lancement. Les latéraux dans le foot d'aujourd'hui, c'est vraiment des rampes de lancement, et c'est vrai qu'on souffre, je viens de le dire, donc c'est une super nouvelle. Et puis ils vont mettre du pognon, hein, ils coûtent 5 plus 3, c'est énorme. Ouais, à voir, mais après, c'était la priorité pour nous, comme tu l'as dit, supporters, entre le passage de la Ligue 2 et la Ligue 1. C'était de changer de latéraux, et je trouve que ça vient un peu tard, mais bon, oui, évidemment, il faut le faire, et tout le monde le voit. Et puis, on est fin janvier, début février maintenant, et je trouve que c'est un peu tard, hein, pour changer tout ça, mais bon, il n'est jamais trop tard. On est quand même 15e de ce championnat de Ligue 1 McDonald's. Bon, il faut grappiller des points. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage, face à une équipe qui est de notre niveau, Auxerre, de n'avoir ramené qu'un seul point. Voilà. Surtout que ça revient fort derrière quand on voit Montpellier qui gagne 2 matchs de suite. Ouais, tout à fait. Angers qui gagne à l'extérieur. Nous, on n'a toujours pas emporté 3 points à l'extérieur. Heureusement qu'il y a le Havre qui a des difficultés. Ouais, mais ça suffit pas. Il en faut plusieurs.
On va passer à un deuxième titre musical. Deuxième titre musical d'un autre groupe iconé, alors pas d'Auxerre, mais cette fois-ci de Sens. Vous avez l'habitude, si vous êtes habitué à cette émission, c'est Johnny Mafia. Alors j'ai toujours eu plusieurs titres. Là, celui-ci, j'espère pas l'avoir déjà passé. Mais bon, c'est un des excellents groupes que l'on a en France, ce groupe Johnny Mafia. Là, c'est le titre Vomit Candy. Vomit Candy, Johnny Mafia, le groupe iconé incontournable pour moi, avec ce côté nirvanesque, voilà, un peu du grunge à la française. On enchaîne dans cette émission Rock'n'Foot avec l'agenda, tout simplement. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Samedi, 20e journée de championnat de Ligue 1. Saint-Étienne se déplace dans le Nord et plus précisément à Lille chez les Dogs. Les Dogs qui jouent mercredi soir un match de Ligue des Champions face au Feyenoord de Rotterdam. Donc on espère peut-être des Dogs diminués après le après-demain contre Feyenoord. Donc samedi soir 21h05 sur DAZN, il me semble. Voilà. Il faut savoir que cette équipe lilloise a été défaite à Strasbourg lors de la 19e journée de championnat, alors qu'ils menaient au score. Et je parlais des Dogs diminués physiquement, mais aussi diminués par des absences. Donc salement touché à la cheville en début de match contre Nantes, il y a 2 semaines de ça. C'est Fernandez Pardo qui ne pourra pas reprendre avant 3 semaines. Et puis il y en a un autre important, c'est Zegrova. Zegrova, joueur incontournable de l'attaque lilloise, qu'on pensait sur le retour, mais dont les douleurs aux adducteurs persistent. Voilà, et pour couronner le tout, le latéral gauche brésilien Ismaili s'est blessé au mollet et est quasiment sûr de rater plusieurs matchs. Et une suspension côté lillois, c'est Benjamin André, le défenseur et capitaine de cette équipe lilloise, qui ne sera pas non plus présent samedi soir pour rencontrer les Verts. Côté arbitre, c'est un arbitre qui réussit plutôt bien au vert, c'est Monsieur Vatelier. Voilà, il y a en effet, sous son sifflet, la SSE reste sur 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs. Donc on espère que la bonne série continue avec ce grand arbitre. Il est super grand, vous voyez qui c'est. Hein, voilà, c'est lui. Côté stéphanois, retour du milieu de terrain, Bouchouari et Mouton, et ça qui, je pense, ça va être quand même un autre match, un petit peu plus de spectacle, je pense, que vendredi dernier. À mon avis, il y a un bon coup à faire du côté de Lille, et surtout, il y a Cardona aussi qui sera dans l'effectif. Alors, est-ce que tu as parlé aussi du latéral qui pourrait signer ses prochains jours? Est-ce qu'il pourrait l'aligner samedi soir? Ça, c'est la grande question. On verra tout ça. Mais bon, après, voir le résultat de mercredi soir entre les Dogs et les Bataves du Feyenoord, je sais que c'est très serré. Je crois qu'il y en a un qui est 13e et l'autre qui est 12e.
C'est une équipe qui a engrangé presque autant de points, mais je pense que ça risque d'être un beau match à regarder mercredi soir et voir comment ça va se passer. Il faut mentionner aussi que c'est le deuxième match à l'extérieur. Donc après Auxerre, c'est Lille. Ce sont deux équipes qu'on avait battues à l'aller. Deux équipes qu'on avait battues. Voilà. Au résultat, donc, on a pris 4 points sur Auxerre, hein, une victoire plus ce match nul de vendredi dernier. On a gagné face à Lille avec un score étriqué, hein, on est bien d'accord. Et puis, c'était avec très peu de possession. Et là, cette fois-ci, c'est un autre Saint-Étienne qui se déplace. Mais pourquoi pas au moins ramener un point face à une quand même belle équipe lilloise depuis plusieurs saisons. Ils ont quand même hissé leur niveau, ces Lillois. De nouveau dans un stade qui ne réussit pas. On n'a jamais gagné à Pierre-Mauroy. En tout cas, comme tu l'as dit, ils sont sacrément diminués, les Lillois, notamment avec la suspension du maître à jouer Benjamin André, puis la blessure de Zegrova. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus joué en Europe. Lille, ils sont deux équipes à avoir fait nombre de matchs incalculable depuis le mois de juillet, hein, puisqu'ils ont commencé en juillet. Ouais. Donc oui, à voir. En tout cas, c'est samedi soir. Des horaires que j'aime bien. Samedi soir, 21h. Ce sera le cas de Saint-Étienne-Rennes également. Ouais. Ça, c'est le top. C'est comme ça qu'on voit le foot. Enfin, voilà. On passe au coup de tête et au coup de cœur. On va commencer par les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur, on l'a évoqué bien sûr pour le retour d'Irving Cardona, donc grand artisan de la remontée en Ligue 1 la saison dernière, auteur de 10 buts, dont un doublé mémorable dans le temps additionnel contre la Girondin de Bordeaux, et puis aussi en barrage aller contre Metz, hein, si marquant que j'ai fini à l'infirmerie. Et un coup de cœur pour les féminines qui ont éliminé à Reims en 8e de finale de la Coupe de France, comme les hommes se déplaceront prochainement à Lille pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré. À noter, on l'a appris ce matin, que le coach Laurent Mortel a été écarté pour mesure disciplinaire. Ouais, on a vu ça. Pour mes coups de cœur, Cardona qui revient, évidemment, c'est un coup de cœur. Sinon, lors de cette 19e journée, il y a eu quand même un but fantastique. C'est le but d'Akliouche, le monégasque, sur un ciseau acrobatique. Donc, une grande classe. Donc, voilà, c'est des gestes quand même incontournables dans ce beau jeu du football. Un autre coup de cœur, c'est un altiligérien, c'est Nicolas Païs qui joue au Puy Foot, qui a joué aussi à Blavozy, hein, il a joué en R1 il y a peu de temps, et il va signer pour une équipe de Ligue 1, c'est Montpellier. Voilà, il avait fait une super prestation lors du match de Coupe de France justement face à ces Héroltais et résultat, il a tapé dans l'œil de Gasset, il a vraiment aimé et voilà, ils lui font un contrat tout simplement. Il n'a jamais signé à ce niveau de Ligue 1 évidemment, hein, et c'est un pur produit altiligérien. J'ai dit pur produit, un pur joueur, un produit ça la fout mal. Voilà, un pur joueur, donc moi je lui souhaite bonne chance à Nicolas Pailly dans l'Hérault. Et alors je vais pas lui demander que Montpellier passe devant Saint-Étienne, mais bon, je lui souhaite en tout cas un bon vent. Montpellier qui perd Nordin, hein. C'est important à signaler, et le Puy qui va récupérer Ben Fredge. D'accord, qu'on connaît. Ok. Oui, je croyais que c'est ça que tu voulais dire sur le mercato du Puy. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ben Fredge. Ouais. Ah, mais tu voulais le dire. Non, mais. Ah, maintenant. Ouais, donc c'est Ben Fredge, on s'en rappelle, d'une épopée Coupe de France. Il était incontournable. Exactement. Dans cette équipe du Puy. Un dernier coup de cœur, et on le partage avec Olivier. C'est notre Eric, ici présent, qui sort son bouquin. Ça fait longtemps qu'il écrit. Alors, son bouquin, on va en parler. Hein. Il s'intitule L'épopée d'un supporter des Verts, de la part d'Eric, avec une préface de Lubomir Moravchik. Il est là, il est devant moi. C'est un pavé, Eric. 500 pages, 5 ans de boulot, donc 18 250 journaux consultés.
tous les journaux de la Tribune Le Progrès de 1974 à 2024, donc qui relate à l'approche de mes 50 ans, donc les 50 dernières saisons de l'ASS ainsi que mon parcours. Et puis il se termine très bien puisqu'il se termine par le match de la montée à Metz. Donc disponible sur le site des éditions des Joyeux Pendus, que vous connaissez tous Pascal Pacali, donc, qui avait écrit déjà un livre dans lequel il relatait mon histoire. Il en vente également donc, en ce moment à la Boutique des Verts, au Musée des Verts, à la Librairie de Paris ainsi qu'au Forum de Saint-Étienne. Donc ouais, ça retrace, comme tu l'as dit, les 50 dernières saisons, mais aussi il y a quand même des points d'orgue. Hein. C'est pas, on va dire que c'est pas uniquement chronologique. Il y a quand même des moments que tu décris beaucoup plus que d'autres, et notamment les campagnes européennes. Voilà, je vais te poser la question plutôt que ce soit moi qui en parle. Sur ces campagnes européennes, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Plein d'anecdotes forcément. Des voyages, des périples assez incroyables, comme vous le savez. Donc ça commence par la Slovaquie à la rencontre de Lubo Moravčík, donc qui est mon idole, donc l'idole de toute une génération. Et j'ai la chance qu'il soit devenu mon ami et qu'il signe la préface de ce livre. C'est un grand honneur qu'il me fait. Et puis après, toutes les campagnes européennes sous Christophe Galtier, que ce soit en Moldavie, en Grèce, en Israël, en Azerbaïdjan, où il m'a permis d'assister au plus près à la préparation des Verts. Donc ça, je ne pourrais jamais oublier ce qu'il a fait pour moi. Vous le savez, je l'avais déjà raconté dans les émissions. D'ailleurs, c'est cette époque-là que tu m'avais invité, Olivier. Donc évidemment que tous les deux, vous êtes dans le livre, parce que vous faites partie de l'histoire, de mon histoire. C'est grâce à vous que je participe depuis presque 10 ans à l'émission Coup de tête. Donc vous retrouverez différentes anecdotes vous concernant. Mais écoute, on a hâte de le lire, ton bouquin, là. Vraiment, une belle pochette. Ça donne envie, avec bien sûr une typographie en vert, avec le drapeau et l'ancien écusson de la SSE. Donc vous pouvez vous le procurer, chers auditeurs, un peu partout. On a un peu de temps encore ? Il nous reste 5 minutes. Je vais me la jouer, interview de l'équipe. Une anecdote qu'on ne connaît pas et qui est dans le livre. Je ne vais pas la raconter, forcément. Mais vous allez apprendre des choses. Ok, en tout cas, nous supporters des Verts, ça va nous parler évidemment, et puis on va se recréer des images, se remémorer certains moments incontournables en tant que supporter Vert. J'enchaîne avec bien sûr les coups de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Un seul pour moi, mais vous le connaissez, vous savez ce que je vais dire. Bien sûr, oui. coup de tête pour le maillot noir et or porté vendredi à Auxerre, qui est, vous le savez, une insulte à l'histoire de notre club sous prétexte de faire briller Saint-Étienne. L'équipementier danois n'a rien trouvé de mieux que de bannir la couleur verte du maillot Ferd. Donc nous sommes l'un des rares clubs à être désigné par ces couleurs, et cette couleur c'est le vert et rien d'autre, ou plus précisément maillot vert, short blanc, bas vert. Donc ce sont les vraies couleurs de la SS. En une semaine, j'ai vu jouer les Canaries en noir et les Verts en jaune. Donc quand je vous dis que tout fout le camp. Je te rejoins là-dessus. Ouais, on est bien d'accord, c'est beaucoup mieux en vert, surtout qu'il n'y avait pas de problème de couleur. Quand c'est obligé, on comprend qu'on change de couleur, mais bon, pourquoi aller vers des couleurs opposées ? En tout cas, pour ma part, c'est le temps qu'a mis Cardona pour arriver, bon oui, et puis aussi les critiques que j'ai entendues, comme quoi il ne serait pas adapté à la Ligue 1. Il faut quand même savoir qu'il a inscrit 8 buts lors de la saison 2020-2021 en Ligue 1, hein, donc c'est pas rien, hein, 8 buts, c'est quand même pas mal, il serait deuxième ou troisième de meilleur buteur cette année, par exemple. Quant à moi, bien sûr, je rejoins sur le maillot. J'ai trouvé ça aberrant, scandaleux, même c'est scandaleux de faire ça. Voilà, les Verts qui jouent pas en vert. Alors déjà quand ils jouent en blanc, j'ai du mal, mais surtout que les Auxerrois, eux, ils jouent en blanc et bleu. Je vois pas pourquoi on n'a pas endossé ce maillot vert. J'étais très choqué de voir ça vendredi soir devant mon écran. Seul l'Arsenal joue en vert. Et ouais, c'était le seul. Et quand tu dis rien ne va plus, effectivement, les Auxerrois, eux, ils avaient leur nom en mandarin derrière. Chose que j'ai vue aussi sur les maillots du PSG. Quand le foot ne va pas, on parle d'un Elon Musk qui veut racheter Liverpool. Ça aussi, ça fait grincer. Et les banderoles des supporters niçois ce week-end qui sont insultantes, racistes.
Ça devient vraiment n'importe quoi. J'ai triste à mon football. J'ai vraiment triste. Voilà pour mes coups de tête. On se retrouve la semaine prochaine, chers auditeurs, pour revenir sur ce déplacement en terre nordiste à Lille. Je rappelle l'heure, 21h05, samedi soir. Voilà, bise à l'œil et allez les Verts! Dans le Nord, on espère une victoire en Nord. Bonne semaine, allez les Verts. Allez, bonne semaine à tous.